Bonjour à tous, bienvenue dans Si on parlait sport, le rendez-vous qu'il ne faut absolument pas manquer si vous êtes un amoureux du sport local. Ils sont 4 autour de cette table, ils vont vous faire rêver, ce sont les chroniqueurs. Présentation en musique de ces magiciens du sport local. On commence à ma droite, c'est le David Copperfield du cyclisme. Il se murmure qu'il arriverait à disparaître sur la piste tellement sa vitesse est impressionnante. Le capitaine, le seul, l'unique Yann Dujarrier nous fait le plaisir d'être sur cette émission une nouvelle fois. Bonsoir Mickaël. Comment allez-vous ? Très très bien. Alors c'est une rumeur, c'est quoi Disparaître sur la piste, je pense. Disparaître. Ouais, je pense pas que ce soit par rapport à la vitesse. J'ai pris une grande claque à la Coupe du Monde. Peut-être qu'on ne vous voit pas sur la piste, peut-être. On ne me voit pas sur la piste. En ce moment, on ne me voit pas en tout cas, c'est sûr. On repasse de l'autre côté musique. Vous reconnaissez forcément sa musique. Il est de retour sur ce plateau après quelques émissions d'absence. C'est le Cristiano Ronaldo des débats, le Michael Jordan des punchlines. Il serait même une inspiration pour de nombreuses personnalités dans ce monde, comme Barack Obama ou Leonardo DiCaprio, pour ne citer que le président Mustapha Larbaoui, le président de l'Étoile sportive, le président d'honneur de l'Étoile sportive de Trappes, est avec nous sur ce plateau. Bonjour aux téléspectateurs. Comment allez-vous, Mustapha ? C'est toujours un moment à apprécier. La présentation ? Ouais, vraiment. Je ne viens d'ailleurs que pour ça. Et les téléspectateurs n'attendent que ce moment-là. Bravo. Merci. On repasse de l'autre côté musique. On le surnomme dans cette émission le Zorro yvelinois. Ce cavalier international nous vient tout droit de Plaisir. Il est également amateur de boxe et il n'hésitera pas à décocher un crochet verbal pendant les débats s'il le faut. Raoul Cotré-Dautré est avec nous pendant 1 heure. Bonsoir Mickaël. Comment allez-vous, Raoul ? Comme à chaque fois que je siège autour de cette table, parfaitement. Vous avez révisé vos fiches avant de venir ? Assidûment. Vous avez des gros morceaux en face de vous et à côté de vous. Yann Dujarrier, Mustapha Larbaoui. J'en suis un aussi. On termine à ma droite, musique. C'est toujours un plaisir de la recevoir sur cette émission de nature gentille et douce. Elle n'hésite pas à s'imposer quand il le faut. Comme c'est le cas dans son sport, la pole dance. Notre ambassadrice de charme, Hélène Delagrange, sera avec nous pendant 1 heure. Une nouvelle fois. Je suis ravie de revenir. Comment allez-vous ? Avec apparemment une espèce de bataille de testostérone, là, il n'y a que des gros morceaux ça, aujourd'hui. Vous êtes en minorité. Mais bon. Oh, c'est pas grave, moi je vais observer, ça va me faire sourire tout ça, c'est bien. Alors avant de passer au programme de l'émission, j'aimerais qu'on revienne rapidement sur une course insolite qui s'est déroulée au Clé-sous-Bois ce jeudi 1er novembre, la 2e édition du Trailowin. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, les coureurs se sont pour la plupart déguisés pour participer à cette course 100% nature sur le thème d'Halloween. Au programme, un tracé de 19 km et un autre de 10 km au départ du parc Jean Carillon. Qu'est-ce que vous pensez de cette course, messieurs, dames ? Mustapha ? Qu'en penser, c'est d'abord c'est une façon de faire du sport comme une autre. C'est lié à une activité festive, donc c'est pas plus mal. Je préfère ça que de voir éventuellement des mômes qui foutent le bordel et qui se font courser par les flics. C'est une autre forme de course. Voilà. Donc à part cette blague, j'ai pas grand-chose à dire là-dessus. On court, on fait du sport, c'est sympa, c'est festif. Ça fait pas de mal, au contraire. Donc je prends. Raoul, vous prenez-vous aussi une course comme oui, celle-là ? peu importe la manière dont on célèbre un événement, à partir du moment où c'est les valeurs du sport qui sont véhiculées, je les salue. Hélène, il faut peut-être créer des ambiances autour des courses. Maintenant, il y a tellement de courses qu'il faut forcément se démarquer. Oui, moi j'aime bien. Je trouve que c'est l'occasion en fait de se rassembler, de mobiliser un peu plus de monde dans des sports que les personnes ne feraient pas forcément d'habitude, créer des petites cohésions de groupe comme ça et puis des occasions. Je trouve que de toute façon, toute occasion est bonne à prendre pour aller faire du sport et de façon ludique. Yann Dujarrier. Vous a pas entendu sur la question. Non, parce que vous y étiez. C'est pour ça que vous étiez déguisé en fait. Il n'est pas inspiré. Je sais quand il est inspiré. Non, moi je me dis juste que 19 km et 10 km en costume, c'est pas évident sur des trails. Alors je connais pas le parcours, mais ouais, je pense que ça doit être quelque chose de sympa à vivre. Vous pourriez vous inscrire l'année prochaine ? Non. Pourquoi ? Parce qu'il y a au moins 9 km 500 de trop pour moi sur la petite épreuve. En fait, il peut les faire, mais en vélo, par contre, ça, il faut le préciser. Alors, nous allons maintenant passer au programme de l'émission. Aujourd'hui, nous allons parler golf, et plus particulièrement de la nouvelle date de l'Open de France de golf. Nous ferons également un focus sur les Jeux Olympiques 2024. Plusieurs épreuves sont menacées dans les Yvelines. Mais avant de développer ces thèmes, on va parler cyclisme dans ce Si on parlait sport.
On va parler de volleyball tout de suite, ça sera après le cyclisme. Tous les signaux sont au vert pour l'équipe féminine de Vélizy en National 3. Ce dimanche 4 novembre, les sportives yvelinoises se sont imposées 3-7-0 contre Châteaudun. Le score 25-20, 25-11 et 25-8. Avec cette victoire, les Véliziennes conservent la première place du championnat de National 3 devant Argenteuil. Mais le promu ne s'enflamme pas. On écoute le coach Laurent Vernet. Donc là, cette année, c'est une année de plaisir, où maintenant les filles commencent à chercher justement à faire des résultats. Mais les objectifs du club, c'est de se maintenir. Moi, c'est d'essayer de faire le haut de tableau, et plus ça va, et plus les filles sont gourmandes. Donc on va voir ce qui se passe. Avant le match des filles, l'équipe masculine affrontait à Saint-Avertin Sport à domicile pour le compte de la 6e journée du championnat de National 3. Et les Véliziens ont réussi à s'imposer 3-7-1, une victoire qui leur permet de grimper à la 3e place. On écoute les réactions au micro de notre journaliste Patrick Jacques de Dixmude. 3-1, c'est pas mal, on a bien servi, on a su se reprendre sur des moments où c'était un peu compliqué, notamment au bloc, où on a été assez performants. Et donc voilà, le service récep, on a été pas mal, et puis une bonne cohésion de groupe. À Vélizy, donc, on a 2 équipes en National 3, une équipe masculine à la 3e place et une équipe féminine à la 1re place. La question sur ce thème, le club de Vélizy peut-il conserver 2 équipes de haut niveau en National 3 ? Vous votez, oui. On voit le classement, justement. 3e Vélizy, ça c'est l'équipe masculine, voilà. Vous votez. Vous avez voté quoi, Mustapha ? Nous avons voté. Oui. Tout le monde est d'accord ? Tout le monde est d'accord. Yann, pourquoi ? Parce que moi je suis ultra chauvin. Je rappelle que mon club c'est l'ECV et donc c'est ECV Vélizy, donc le V pour Vélizy. Donc voilà, c'est une commune qui est capable d'avoir ce type d'infrastructure. Il n'y a pas de problème pour ça. Je vais m'intéresser très fortement à ces équipes parce que en fait je m'entraîne à la salle de muscu qui est juste en dessous des terrains qu'on vient de voir, et donc la proximité va faire que je vais y jeter un œil avec grand plaisir. Le volley c'est aussi un sport que j'aime beaucoup, et donc on va suivre ça avec attention. Faut quand même faire attention parce qu'on est quand même seulement sur la première partie de saison. Une saison c'est quand même toujours très long. Faut pas brûler les étapes. Par contre, je mets une alerte tout de suite. Les filles sont promues, viennent de monter, 2 montées consécutives, on sait quel est le danger que cela peut engendrer. Donc je pense qu'il faut déjà anticiper si jamais il y a cette montée qui se produit en fin de saison. Il faut faire attention pour pas que l'année prochaine ce soit une catastrophe en National 2 si elle monte l'année prochaine. Voilà, chaque marche est toujours de plus en plus haute quand on les gravit. Donc voilà, moi je mets déjà un warning là-dessus. Quand j'entends double montée, ça me fait toujours un petit peu peur. J'espère que les dirigeants vous entendent en tout cas. On leur en parlera. Hélène, vous avez voté vert vous aussi, du coup. Donc pour vous, le club de Vélizy doit avoir 2 grosses équipes. Je pense que quand il y a des bonnes techniques, des bonnes tactiques, des bons des bons sportifs et des bonnes performances, il n'y a pas de raison de les freiner. Faut encourager, faut y aller. Et ils ont chaque équipe masculine, féminine ont du potentiel, donc il faut l'exercer. Maintenant, je suis assez contente qu'on ne choisisse pas spécialement l'équipe masculine au profit de l'équipe féminine. Le sport féminin est assez peu représenté en général. Et là, en plus, elles sont premières. On a encore, comme disait Yann, pas mal de mois et de matchs à observer. Mais je trouve ça très bien qu'il y ait 2 groupes et qu'il n'y ait pas les 2 catégories, qu'il n'y ait pas de choix à faire. Voilà, c'est ça. Mustapha. À la question, je dirais, ils doivent en parallèle continuer et assurer leur performance. On entend souvent les coachs dire voilà, on est premier mais on s'emballe pas. Mais s'il faut s'emballer à un moment donné, il faut y aller, ça fait partie, l'enthousiasme fait partie du sport. Garder à l'esprit que il faut pas justement penser qu'on est meilleur qu'on ne l'est réellement, donc faut continuer le travail, faut continuer sur les exercices, faut continuer la cohésion d'équipe. Bref, faut mettre tous les ingrédients tout le temps, mais il faut avoir envie, parce que quand on est premier, se dire que finalement l'objectif c'est le maintien, personne ne peut y croire. En tous les cas, moi je n'y crois pas, et il n'y a pas de raison de croire en ça, parce que le maintien, clairement, s'ils sont premiers, la façon dont ils travaillent, je vois pas comment ça peut tomber. Virgule, bien sûr, parce que les esprits chagrins disent toujours la même chose. Faut pas crier victoire, faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tout ça, on le sait. Mais à un moment donné, l'enthousiasme dans le sport, c'est important.
L'envie, c'est important. Les objectifs, c'est important. On sait tous que la maladie peut frapper un être, les accidents peuvent frapper les uns les autres, il peut y avoir des problèmes financiers, il peut y avoir des problèmes au niveau des dirigeants, il peut tout arriver. Sauf que quand on est premier et qu'on a vraiment la méthode, la manière, les éléments, les joueurs, etc., faut s'enthousiasmer pour la première place. Faut y aller, selon vous. Faut y aller. Ce qui est intéressant aussi, c'est que du coup, on a les garçons et les filles d'un club au même niveau. Ça aussi, c'est hyper stimulant. Moi, je l'ai rarement vu dans peu de clubs. Rare, oui, effectivement. Peu de clubs. Dans les Yvelines et même en Ile-de-France. Et à ce niveau-là. Donc, je trouve ça d'autant plus stimulant. C'est-à-dire que c'est pas une rivalité, c'est une stimulation. C'est pas du tout l'idée de se tirer la bourre, parce que moi, je suis pas du tout là-dedans, au contraire. Donc, moi, je félicite les dirigeants. Et ils doivent faire ça en parallèle. Et non pas favoriser une équipe plutôt qu'une autre, ou se dire qu'on a peur de favoriser l'une par rapport à l'autre. Ils doivent, et je les félicite, parce que c'est vraiment, pour le coup, une très belle chose. Raoul, est-ce qu'il n'y a pas un choix à faire quand même au bout d'un moment, surtout un choix financier? Forcément, une équipe de haut niveau, ça coûte cher. Il y a des déplacements qui sont lointains parfois. Est-ce qu'il ne faut pas sélectionner une équipe plus qu'une autre? Alors que les spécialistes du volley me reprennent si je me trompe, mais je ne pense pas. Moi, mon propos, ça sera un petit peu la synthèse des trois avis. À savoir que justement, l'envergure de la commune de Vélizy permet aussi ce fonctionnement-là, de par son énergie et ses moyens financiers. Pour rejoindre Hélène, il est hors de question de faire un choix par sexisme. Ça, c'est un de plus anti-sport que ça. Et surtout, je pense que la spirale positive, justement, de ce pied d'égalité entre les hommes et les femmes doit absolument être l'instrument principal de l'évolution. Donc, non, je pense qu'il faut ou alors faire un choix au dernier moment, mais en tous les cas avoir tout tenté et rester sur cette idée de ne favoriser aucune des deux équipes. Il y a certains clubs, par exemple en basket, le Chenet-Versailles a favorisé l'équipe féminine, par contre, plutôt que l'équipe masculine. Parce que pour le coup, effectivement, donc l'équipe féminine est en National 2 actuellement, alors que l'équipe masculine est en pré-national. Oui, bien sûr, mais c'est comme National 3, pardon, pour les comme dans un club où l'équipe masculine serait beaucoup plus prestigieuse et performante. Et ben effectivement là, c'est pas par sexisme, mais par choix judicieux que l'on favorise. Que ça aille dans un sens ou dans l'autre, ça a une certaine logique. Mais dans ce cas tout à fait particulier, autant profiter de cette belle réussite simultanée. Vous êtes d'accord avec Raoul, Yann? Ouais, bien sûr. Oui, complètement d'accord. Et je vais même rajouter. Et les choix financiers, non, ne rentrent pas en ligne de compte. Je connais bien le maire de Vélizy. Parce que généralement, les clubs locaux n'ont pas forcément beaucoup d'argent. Alors, ce qui est vrai, et les subventions baissent pour tout le monde. Ça, il n'y a pas de problème. Enfin, c'est une vérité et on ne peut rien contre. Maintenant, Vélizy a quand même cette pas dire facilité, mais il y a énormément d'entreprises et donc on arrive quand même à trouver des partenariats et donc à faire vivre des investisseurs, à faire vivre nos associations, même si c'est un combat du quotidien. Maintenant, je connais la politique sportive de Vélizy. Elle n'est pas du tout élitiste. On est là pour faire. Enfin, Vélizy, c'est vraiment du sport loisir et du sport pour tous. Si cette association arrive à avoir ces deux équipes qui montent et qui gravissent les échelons petit à petit, c'est qu'ils ont une politique qui est pas basée sur le résultat, mais parce que c'est pas comme ça, c'est pas ce qu'on leur demande, mais simplement ils ont peut-être eu les moyens ou les bonnes rencontres, ils ont eu les bons recrutements. Voilà, toutes ces choses-là pour moi aujourd'hui elles sont encore trop floues, mais je vais vraiment m'intéresser pour aller trouver des informations et savoir comment est-ce qu'ils ont monté ces deux projets et comment est-ce qu'ils vont anticiper la suite. Moustapha, Attrape, est-ce que vous pourriez mettre l'équipe féminine et l'équipe masculine sur le même pied d'égalité un jour, maintenir les deux équipes au même niveau comme le fait actuellement Vélizy? Même si l'équipe féminine part de plus loin forcément chez vous. Alors d'abord c'est le cas, c'est-à-dire que on parle d'ambition là. L'ambition pour moi c'est le cas puisque j'ai voulu au club de foot de Trappes absolument avoir une section féminine, pas une équipe féminine. Au passage, il y a un club de foot qui est dramatiquement touché par l'histoire des féminines puisque c'est le club de Montigny qui historiquement n'avait fait que le pari des féminines et aujourd'hui ils ont de grosses difficultés de recrutement. Nous, c'est l'inverse. On a eu une ambition d'avoir des féminines, mais c'est pas simplement l'ambition d'avoir des filles ou marketer les filles ou avoir un budget filles. C'est juste que c'est tellement évident et la preuve, c'est qu'une fois que le choix a été fait, on a 150 filles. Ça prouve bien qu'il y a une demande, ça prouve bien qu'il y a des gens qui veulent. On n'a forcé personne.
En revanche, il y a l'ambition, et ensuite il faut pouvoir. Parce que quand je dis tout à l'heure, on doit faire les deux équipes en parallèle, on doit pouvoir également. Donc le choix budgétaire, il se pose à un moment donné. Je ne crois pas qu'il se pose à ce niveau-là. La preuve, c'est qu'ils le font. Combien de temps ça durera ? Après, il peut y avoir des choix, effectivement, mais qui ne sont pas des choix de cœur, ni de passion, mais de raison. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les deniers du club font qu'il faut payer pour aller en national, par exemple, et que ça sera au détriment d'autres, ça peut être transitoire. Par contre, l'ambition et l'intérêt de porter les deux équipes au plus haut niveau, c'est tout le travail qu'il y a à faire. Un, quand on a l'ambition, et deux, c'est de trouver ses partenaires qui vont l'accompagner. Et franchement, pour avoir piloté un club de longtemps, quand on a un projet à proposer de ce type-là, et je trouve qu'ils ont un très beau projet, ils auront plein de gens pour les accompagner. Alors, il peut y avoir des moments compliqués, des choix tactiques, stratégiques, pas sexistes, parce que c'est pas, je pense pas qu'il y ait un président qui puisse raisonner comme ça, je crois pas, mais c'est des choses auxquelles il faut penser quand même. Je pense que le président qui arrive à mener ce type de projet, il va juste pouvoir en avoir une vraie reconnaissance par ses adhérents, et puis par la commune et par les départements. Pour finir sur les féminines, j'ai toujours surstaffé les filles parce qu'on part de loin. La culture du foot chez les filles, c'est récent. La culture du foot en général. Ensuite, parce que des marques, et puis c'est Trapp, c'est très mec. Donc on a surstaffé. On voit aujourd'hui que ça avance bien. Bon, sur ça avec attention en tout cas, Mustapha. On range maintenant les ballons de volleyball et nous allons passer à notre rubrique Focus. Coup dur pour l'Open de France de golf, l'European Tour. L'organisateur des tournois européens a décidé de lui retirer son statut de Rolex Series en 2019, faute d'un sponsor assez important. Le rendez-vous est donc éjecté des 8 tournois du vieux continent. On écoute le DTN Christophe Muniesa. Déclassé, il ne nous semble pas être approprié. L'Open change de date, c'est une certitude, mais déclassé, il reste de toute façon une épreuve du European Tour, ça ne devient pas une épreuve du Challenge Tour. Donc on utilise en général le terme déclassé quand une épreuve où une équipe passe de première division à deuxième division, ce n'est clairement pas le cas, mais c'est pas à l'aune d'une édition qu'il faut évaluer la valeur d'une épreuve, il faut essayer de remettre aussi tout ça un petit peu en perspective. Autre changement, le tournoi sera déplacé dans le calendrier 2019. Le rendez-vous ne se jouera plus la dernière semaine de juin au Golf National de Saint-Quentin-en-Yvelines, mais du 17 au 20 octobre. Écoutez de nouveau Christophe Muniesa. L'Open de France en juin a pu souffrir par le passé d'une trop grande proximité de date avec Roland-Garros, ou avec le Tour de France, ou avec l'Euro ou le Mondial de foot. Donc on pense qu'en étant placé en deuxième partie de saison, là on a un coup à jouer, si on peut dire. Il reste encore une inconnue sur le prochain Open de France. La dotation, elle devrait passer de 7 millions de dollars à un peu moins de 3 millions d'euros suite à la perte de son statut. Le plateau des joueurs devrait donc, par conséquent, être moins relevé. La question sur ce thème, est-ce que cette annonce signe la mort de l'Open de France ? Oui. Non. On fait un petit duel entre Raoul et Mustapha. Raoul, vous commencez ? La mort, ça veut dire l'extinction de l'événement. C'est ça, l'extinction, ou en tout cas qui termine je pense le plus pas possible dans les tournois européens. Je m'imagine pas comment une nation de golf comme la France pourrait en venir un jour à en venir à l'extinction de son événement phare. Ça, j'y crois pas. Je pense qu'il y aura forcément au bout d'un moment des démarches, des quêtes de fond pour redorer le blason de cet événement. Alors, est-ce qu'il va connaître un creux de vague pendant un certain nombre d'années ? C'est fort possible, voire inévitable, mais je n'imagine pas qu'en France, l'événement phare du golf puisse disparaître. Non, ça Mustapha. Ce qu'on remarque autour de cette table, c'est qu'on a à chaque fois de beaux débats et qu'il faut répondre par oui ou par non. Donc on répond par oui ou par non. C'est la règle du jeu, malheureusement. Et c'est la règle du jeu. Ce qui est bien, c'est qu'on peut en parler parce qu'effectivement, on finit par dire la même chose. Pourquoi ? Moi, quand je dis c'est l'extinction, bah oui, s'il n'y a plus une thune, il n'y a plus de golfeurs, il n'y a plus de golfeurs, il n'y a plus d'événements. Et encore une fois, je parle de la mort de cet événement. C'est-à-dire un événement qui ait des répercussions et des retentissements mondiaux. On parle d'un événement national. À ce niveau-là, c'est l'extinction. Qui est toujours un tournoi de golf qui vivote
avec éventuellement des niveaux nationaux ou régionaux pour une dotation à 3 millions d'euros qui vont se partager, l'événement il demeurera. Mais moi quand je parle d'extinction, je parle de l'extinction médiatique de l'événement comme on l'a connu, c'est-à-dire avec des retentissements, une médiatisation importante, de grosses dotations. Celui-là, il est mort. Maintenant, ça vivote, oui, ça vivotera toujours. Et là où je suis, pour le coup, on se mettra d'accord, c'est que je ne peux pas croire non plus qu'on le laissera faire. Ouais. Sauf que, comme c'est parti-là, évidemment que c'est fini, c'est-à-dire que ça devient un tournoi de golf comme on peut en faire, de grandes entreprises peuvent le faire à ce niveau-là. Hein. Une grosse boîte peut mettre 3 millions sur la table pour avoir quelques joueurs de golf. Donc, de la manière dont on parle jusqu'à maintenant, oui, c'est fini. Là où on est d'accord, c'est que ça ne peut pas durer. Il y a forcément quelqu'un qui reviendra autour de la table parce que les sponsors existent. Et puis surtout, c'est fou d'entendre ça après la Ryder Cup. C'est fou. C'est-à-dire qu'on a eu 1 milliard ou plus de téléspectateurs, un événement... 250 000 personnes. Et j'y étais, donc je peux en parler parce que j'y étais, c'était présent. C'était absolument phénoménal. On ne touche pas les mêmes publics, encore une fois... Mais on parle bien du prestige de la France, on parle bien du prestige de ce sport, mais qui a un retentissement pour la nation de toute façon, économiquement, symboliquement, tout ce qu'on veut. C'est fou d'avoir cette discussion aujourd'hui, quoi. On sort de la Ryder hier, donc on est d'accord. Est-ce que c'est pas un contre-coup justement de la Ryder Cup? Pour moi, c'est l'European Tour a décidé de déclasser du coup l'Open de France il y a tout juste 2 semaines. Voilà, c'est fou. Donc c'était après la Ryder Cup. Après la Ryder Cup. Contre-coup de la Ryder Cup justement. Mais je comprends pas le contre-coup, ça serait l'inverse normalement. Quand il y a une Coupe du Monde de foot, il y a plus de mecs qui viennent, plus de sponsors. C'est surtout le groupe chinois HNA qui avait promis d'investir dans l'Open de France pendant 3 ans plus 2 en option et qui finalement s'est retiré au bout de 2 ans. Voilà, c'est ça. Donc en effet, il y avait un projet qui était mis en route et on se disait bon, on a 3 voire 5 ans peut-être d'assurés. Au bout de 2 ans, boum, il y a un crack. En effet, là il y a et puis ça tombe très très rapidement d'un seul coup. Donc soudain, très proche de la nouvelle saison, je comprends que les instances européennes veuillent se retirer parce que ça. L'European Tour en fait pouvait mettre la main à la poche pour donner les 7 millions de dollars, mais finalement a préféré déclasser l'événement. Maintenant voilà, le comité d'organisation de l'Open de France va mettre les choses en place pour que l'événement en 2020 retrouve son blason. Voilà, tout simplement. Il n'y a pas de problème. Franchement, j'aimerais bien voir le contrat, moi, parce que quand on s'engage sur 5 ans, en général, on s'engage. 3 plus 2. 3 plus 2 options. Ils sont arrêtés à 2. Pour dire que ils se sont arrêtés juste. Je serais curieux de voir après la Ryder Cup. Bon, pour dire qu'en l'état, bien sûr que c'est subclaquant. Mort, c'est jamais mort, on est d'accord en tout. Mais subclaquant. Mais je suis d'accord, on va y revenir, c'est pas possible, il y a un truc. Je fais un appel aux Hélène, ça vous surprend qu'il n'y ait pas d'investisseurs pour l'Open de France? Je pense que un investisseur notamment français, parce que là on parle d'un groupe chinois HNA qui avait injecté 7 millions de dollars. Ouais. Là, finalement... Mais de toute façon, dans le sport, il y a beaucoup d'investisseurs. Il y a beaucoup d'investisseurs qui sont finalement des investisseurs étrangers. Donc, je pense que il y aura français, je sais pas, on verra, mais ça va sûrement revenir. Ça peut pas s'éteindre comme ça. J'y crois pas non plus. Je dirais que la France s'est tiré une balle dans le pied le jour où on nous a pondu. Un pied dans la balle, voilà. Non, mais ouais, c'est tiré une balle de golf, c'est tiré une balle dans le pied le jour où ils ont pondu la loi E20. La loi E20, c'est ça, où ils ont interdit à l'alcool de faire de la publicité. Donc ça veut dire que toutes les marques de champagne qu'on peut avoir en France n'ont plus le droit de participer. Et ça marchait énormément. Ouais, après, pour le tabac, je suis entièrement d'accord, mais le vin, toutes ces choses-là, ils n'ont plus le droit de communiquer. Alors que c'était... Après, il pourrait y avoir des marques de luxe, par exemple, qui pourraient investir dans le golf en connaissant l'image un peu glamour des golfs. Est-ce qu'ils en ont besoin? C'est ça. Moi, quand je suis allé à Reims le week-end dernier et j'ai visité une cave, alors je ne bois pas du tout d'alcool, mais ce que Mercier a fait à l'époque, à consommer avec modération. Toujours avec modération. Voilà, mais ce qu'ils ont fait à l'époque pour pouvoir faire connaître leur marque, c'était énorme. Donc je me dis, aujourd'hui, ils ont des moyens qui sont colossaux et ils ne peuvent pas l'utiliser pour faire de la publicité et utiliser le sport pour pouvoir promouvoir leur marque. Et je trouve ça dommage. Et là, je me dis que pour le bien-être, et on va en parler juste après avec ça va être mon coup de gueule du soir. Je suis pas forcément d'accord sur l'histoire de l'alcool, la promotion de l'alcool pour la pub, pour avoir du pognon quand même. Non.
Non, il y a d'autres moyens. Je dis Donc juste je dis non. Non, mais je dis non, une grosse, on s'en enlevait une grosse possibilité. Voilà. Je pense que c'est un échange d'images et de procédés. Le côté luxueux de certaines marques et puis le côté prestigieux du golf. Les pharmacies n'ont pas le droit de sponsoriser le sport aussi. C'est pareil, les laboratoires pharmaceutiques. Le dopage, c'est partout. On n'a pas à faire la promotion des médicaments non plus. On n'a pas à faire la promotion des médicaments. Et que pensez-vous de la nouvelle date? Ils ont l'argent, ils ont l'argent. Raoul, que pensez-vous de la nouvelle date d'octobre? D'octobre, c'est aussi pour ça justement sur un sport d'extérieur de forcément le décaler en octobre, ça porte forcément préjudice. Mi-octobre. Ça c'est un facteur qui est compliqué. Couvrir le golf national, c'est ça? Non, ils ont prévu. Les golfeurs peuvent jouer par tout temps, Yann Dujarier. Ils ont prévu, sauf en cas d'orage. Climatique. Il fait quand même meilleur en octobre qu'il ne fait au mois de juin. Les journées sont pas les mêmes. Donc vous n'êtes pas favorable, Hélène? Non, moi je trouve que les journées sont pas les mêmes. C'est pas la même ambiance d'aller jouer en juin que mi-octobre, quoi. C'est le 10, le 17. Mi-octobre, faut jouer en Espagne. Mi-octobre, faut aller jouer en Espagne. Faut pas venir jouer en France. Il fait nuit à 19h. C'est pour ça que je dis c'est surclaquant. On n'est pas loin de l'arrêt cardiaque. Il y a moins de public. Voilà. D'habitude, il y a 25 à 30 000 personnes sur un Open de France. Est-ce que vous pensez qu'il y aura le même nombre de spectateurs, du coup, Mustapha? Est-ce que ça sera peut-être plus un public de passionnés? Là, pour le coup, je ne saurais pas me projeter plus que ça. Moi, c'était plus l'aspect financier qui me pose problème. Le décalage au mois d'octobre, parce que je pense que les gens qui regardent aussi aiment bien voir le soleil. On l'a vu pendant la Ryder, c'était un temps idéal. Et c'était fin septembre. Donc, ils auront... c'était un temps idéal. L'été indien. Qui dure jusqu'au mois de novembre. D'ailleurs, je félicite l'organisation, parce que 10 ans avant savoir qu'il allait faire ce temps-là, ils sont bons. Et les joueurs, est-ce qu'ils vont se déplacer sur cet Open de France, du coup, en sachant que ça sera l'avant-dernier tournoi européen de l'année? En plus. Je suis... Non, c'est sûr que il y a quelques joueurs qui viendront peut-être pour gratter quelques points en fin de saison pour la saison pour les suivante. Retardataires et puis les morts de faim. Pour les morts de faim, voilà. Je vais marquer ce week-end-là et je vais peut-être m'inscrire. Tournoi balai. En tout cas, sur la météo, pour revenir à la Ryder Cup, Tiger Woods s'était plaint du froid lors de la Ryder Cup fin septembre, alors que le thermomètre affichait en moyenne 20 degrés. Bon, là, c'est sûr, il ne viendra plus. À Londres. La température est prise à Londres. Mais il est plus habitué au climat californien, floridien. On n'était pas loin de la Californie, là. Bon, l'Open de France, quand même, a subi, pour résumer tout ça, quand même, a subi de nombreux changements, quand même. Il s'est joué dans plusieurs golfs, pas seulement le golf national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Il y a différentes dates. Donc, l'Open de France a toujours survécu et survit depuis 1906. Donc, c'est le plus vieux tournoi européen. Donc, en résumé, ça reste Open. Open. C'est ça, ça sera le mot de la fin. Reste ouvert. On passe maintenant à notre deuxième focus du jour, direction à Plaisir. Le club de la commune dispose désormais de 2 nouveaux terrains synthétiques. Ils ont été inaugurés mi-octobre. L'un sera ouvert pour les jeunes de la ville, l'autre servira pour les entraînements et matchs des 600 licenciés plaisirois. Coût total plus de 600 000 €, des terrains réalisés avec les derniers standards en termes de revêtement et qui doivent participer au développement du club. Une équipe féminine a été créée et le FO Plaisir se fixe comme objectif de retrouver les divisions régionales chez les masculins. Écoutez ces quelques réactions. C'est important d'avoir un terrain, ça des nouvelles générations qui amène des nouveaux joueurs, parce que cette année on a eu pas mal de nouveaux jeunes qui sont arrivés à s'inscrire. Et puis c'est très important d'avoir quand même, au niveau de l'image de marque, d'avoir un beau terrain. La volonté de la ville, c'était également d'avoir un terrain synthétique aussi ouvert pour les enfants, parce qu'il y a celui-ci qui est pour le club particulièrement, mais aussi pour les scolaires. Et puis nous avons un terrain synthétique sur lequel nous nous sommes engagés auprès des enfants pour qu'ils soient ouverts en permanence, pour qu'ils puissent venir y jouer. Et ça nous semble important pour les enfants de toute la ville. Raoul, qu'est-ce que vous en pensez de ces terrains synthétiques? Moi, je suis toujours orienté par les questions d'environnement, donc ça vous pose problème. Oui, c'est par mes convictions, du coup, que je suis défavorable à... et puis on en parlera juste après. Voilà. Justement, je disais précédemment, les terrains ont été réalisés avec les dernières normes, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les terrains utilisés en France. L'Agence de sécurité sanitaire a alerté les autorités sur les risques de cancer liés à ces pelouses synthétiques. La raison, les granulats de pneus utilisés dans le terrain sont la cause de ces risques de cancer. Donc, la question sur ce thème, doit-on interdire les terrains synthétiques? Oui ou non? Oui, pour Mustapha. Non pour Hélène. Non.
Non, faut pas les interdire. Vert, on les laisse. On interdit. Ouais, interdire, c'est Vert, tranchant. Moi, vert on interdit et rouge on n'interdit pas. Bah, moi, je dirais plutôt ça. On fait un petit duel entre Hélène et Raoul. Non, je suis sans avis là, sur le sujet. On va faire un tour de table. Ouais, je trouve Hélène. que c'est bien parce que oui, on peut jouer toute l'année sur les mêmes conditions, etc. C'est très bien. Par contre, finalement, je vois pas trop l'intérêt par rapport. Pour moi, le foot, il y a vraiment un lien avec la nature du terrain, les conditions. Après, ça peut être le football, ça peut être le rugby également. Il y a d'autres sports. Foot, sur rugby, gazon. voilà. Pour moi, il y a vraiment une relation entre le sport d'extérieur en plein air avec le terrain où on joue. Donc, ça doit pouvoir bouger tout au long de l'année. Donc, puis je suis pas très fan du fait de recouvrir le sol et bon, après l'histoire des terrains cancérigènes, je suis encore moins fan pour le coup. Mais ouais, je pense pas que. Je pense qu'on pourrait s'éviter ça. C'est pas. Mustapha. D'abord, il existe le foot en salle. C'est un sport et une discipline complètement à part. Le foot en salle peut s'apparenter au basket. Il faudrait faire du basket à l'extérieur, ça existe aussi. On le fait en salle. Le handball, on le fait en salle. Le foot en salle. Donc c'est la pratique du foot dont on parle. Donc la pratique d'un sport, qu'elle se fasse à l'extérieur ou à l'intérieur, à un moment donné, c'est des conditions de jeu qui sont importantes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on est passé de 100 000... on est passé de 100 000 licenciés foot en France, on est à plus de 2 millions. Il faut juste qu'on puisse avoir l'occupation des terrains. Un terrain de foot, c'est super, sauf qu'on ne peut pas y jouer longtemps. On a un terrain en herbe à Trappes. On peut faire un match, maximum 2 matchs par semaine. On ne peut pas s'y entraîner, sinon on laboure le terrain. Auquel cas on s'y entraîne, mais on ne joue pas. Donc on a choisi de jouer. Donc les matchs se font sur herbe. Les entraînements se font sur synthétique. Donc c'est déjà 2 pratiques différentes. Troisièmement, il y a le nombre. Quand on a 1000 licenciés, comme on les a à Trappes, 2 terrains de foot, donc en l'occurrence, pour le coup maintenant, 2 synthétiques, c'est juste que l'occupation des sports, des stades, c'est plus que le groupe hôtelier bien connu. Pour l'occupation des salles, on est à 120-130% d'occupation. Donc à un moment donné, on en revient à la pratique de ce sport qui est populaire, beaucoup de monde, et à un moment donné, on ne peut pas y jouer toute l'année, il pleut souvent. Quand c'est gorgé d'eau, on ne peut pas jouer. Quand il neige, c'est encore moins praticable. Bref, c'est épouvantable de travailler sur un terrain de foot en naturel. Mais qui peut dire le contraire autour de cette table et à la télé qu'il ne faudrait pas jouer au naturel? Personne. Qui est pour les produits cancérigènes? Personne. Sauf qu'à un moment donné, il y a une réalité. Alors, le synthétique a sa vocation, je viens d'expliquer pourquoi, pour le nombre, pour la pratique du foot, surtout pour son entraînement, mais dès qu'on peut jouer sur un herbe, on y va. Là où on est effectivement d'accord, et c'est là où je suis très très content de ce qui s'est passé à Plaisir, c'est qu'ils ont des terrains maintenant extrêmement peu polluants. Mais pas polluants pour ceux qui pratiquent, polluants tout court, parce que c'est quand même sur la terre, et sur la terre, on absorbe bien les matières. Donc pour la terre déjà, pour l'écologie et l'environnement, c'est pas bon. Moi j'ai vu des terrains synthétiques dans le nord de la région parisienne, pas loin de Roissy, pour pas citer les communes. Les gens jouaient sur des terrains qui étaient verts à la base, qui sont de première génération, qui sont de cette couleur. Et quand vous jouez sur du goudron. Vous inhalez du goudron, première génération. C'était il y a 15 ans, c'était il y a 10 ans, c'était il y a 20 ans. Aujourd'hui, nos terrains on sent quasiment rien, donc j'imagine très peu d'inhalation. Je continue à dire que pour la terre, c'est pas bon. Il y a des clubs professionnels d'ailleurs qui utilisent le synthétique. Mais tout le monde Et après, cette idée de notion cancérigène, là c'est le pharmaco qui vous parle, toujours pareil, hein, tout est cancérigène. Toute matière chimique ingérée par un corps, surtout un corps étranger, c'est toxique. Et donc ça peut induire plein de choses. Sauf qu'il faut parler de l'innocuité quand on parle du dosage, quand on parle de l'inhalation sur le long terme. Donc en expérimentation, on peut tout dire. Sinon, autant qu'on arrête tout le monde, hein, parce qu'on est en train de tuer nos mômes, si je comprends bien. Donc il faut aller vers quelque chose d'extrêmement peu polluant. Il faut aller vers quelque chose qui soit effectivement pas en termes de toxicité. Mais il ne faut pas alerter non plus tout le monde sur ce terrain-là, parce qu'on ferait une connerie aussi. Yann Dujarier, qu'est-ce que vous en pensez? Il y a quand même 3000 terrains synthétiques en France. 10% des terrains sont synthétiques maintenant en France. On ne peut pas tous les fermer. Non, on ne peut pas tous les fermer. Et comme le dit Mustapha, aujourd'hui, on en a besoin pour pouvoir entraîner nos gamins, quoi. C'est pas possible. La quantité de demande en termes de temps d'occupation du sol est très très importante. Donc, on a besoin de ce type de terrain. Maintenant, il faut juste trouver la solution. Même si c'est cancérigène ? Non, mais justement, il faut trouver la solution pour les rendre les moins nocifs possibles. Ils ne sont pas cancérigènes. C'est complètement dingue.
tout est cancérigène à certaines doses. C'est la dose qui fait le poison. Est-ce que le fait de s'entraîner 3 quarts d'heure sur un terrain à l'air libre où on n'est pas à respirer le truc, où c'est moins cancérigène que vos bagnoles, que vos pots d'échappement dans Paris. Enfin, je veux dire, la toxicité des particules. Aujourd'hui, on parle d'augmentation du prix du pétrole, qu'il faut passer aux voitures électriques. Mais je suis désolé, aujourd'hui, on n'est pas équipé pour pouvoir passer aux voitures électriques. Des gens qui, sur 50 ans d'Yvelines, il y a énormément de gens qui vivent en appartement, les appartements ne sont pas équipés pour avoir les bornes électriques. En parlant de voitures électriques, c'est 25 000 pneus pour créer un terrain synthétique. 25 000 pneus. On aura toujours les pneus pour pouvoir faire des terrains synthétiques. C'est une émission sérieuse. Balancer que les synthétiques sont cancérigènes, tout le monde retire ses mômes. Moi, le premier, j'arrête de bosser. C'est pas normal que je puisse faire bosser des mômes sur un terrain synthétique cancérigène. C'est probablement cancérigène, la matière. Encore une fois, c'est la dose, le temps y passé. Mais c'est pas, à mon avis, pas pire. Malheureusement, pas pire que les bouchons. Je fais du vélo sur un vélodrome. Le vélodrome, il est verni, etc. Et j'imagine sur la route, derrière une bagnole. Bien sûr, derrière une voiture. Donc, il faut les améliorer, c'est tout. Il faut les améliorer. Et on les améliore. La preuve, c'est que celui-ci, dernière génération, ça commence à être autre chose. Il y a des concepteurs justement qui sont en train de mettre en place des terrains en liège. Voilà, on va trouver de la matière. C'est une solution, Hélène, peut-être ? Oui, bien sûr. De toute façon, tu le dis, de champagne. Tu le dis, en fait, on peut toujours avec modération, Yann Dujarier. Oui, non, mais je disais, on peut pas s'en passer. Et en effet, il y a des adhérents, donc il faut qu'ils puissent jouer, mais il faut optimiser et faire au mieux, parce que voilà, il y a des revêtements qu'on ne devrait pas conserver. Répète, au-delà de l'optimisation, on les met pas en danger. La notion cancérigène, c'est dire que l'aspartame c'est cancérigène, la viande cuite au barbecue c'est cancérigène, les bagnoles, tout le poison, la dose fait le poison. Et c'est le pharmacien qui parle. Là pour le coup, parce que ça m'énerve qu'on entend ça tout le temps. Alors oui, à l'améliorer, oui, il faut les protéger, mais on est tous conscients. Qui a dit on va mettre nos mômes en danger ? Ça sera le mot de la fin sur cette thématique. On ouvre maintenant notre page coup de projecteur. Lui ne roule pas sur du gazon synthétique, mais sur la piste du vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines. Robert Marchand, qui soufflera sa 107e bougie dans moins de 3 semaines, est sorti de sa retraite sportive le temps d'une petite heure lors d'un entraînement. Le cycliste né en 1911 et depuis 2017 détenteur du record du monde de l'heure dans la catégorie Masters des plus de 105 ans avec 22,547 km. Ce champion était au micro de TV78. Même âgé, on peut faire encore quelque chose. Mais il ne faut pas se laisser aller. Les jours où vous vous asseyez dans votre fauteuil et puis vous ne bougez plus, vous êtes foutu. Tandis que moi, je continue tous les jours, je fais un peu de culture physique. Bien entendu, ça devient de plus en plus dur. J'ai attrapé la maladie, vous savez ce que c'est, la maladie de la vieillesse ? Vous ne savez pas ? Eh ben vous verrez. Hélène, que pensez-vous de ce Robert Marchand ? Moi, je le trouve fantastique. Déjà, on n'arrivera peut-être pas tous à cet âge-là, dans cette forme-là. On aimerait, mais voilà. Et dans ces conditions-là, cette forme-là, cette énergie, et puis ces capacités qu'il a, moi, je trouve ça incroyable. C'est une passion. On en parlait tout à l'heure. On lui enlève le vélo. C'est pas possible pour lui. Là, on le voit, il monte sur le vélo, c'est parti. Il y va. Ah oui, frétille. Alors, il faut noter que cette performance ne sera pas homologuée par les instances internationales. Les structures n'ont pas voulu endosser la responsabilité en cas de problème physique. On écoute Jean-Michel Richefort, son ami et partenaire. Il y a toujours un risque qui dit record, dit public, dit média. Et pour un être humain, on veut donner le meilleur de soi-même. Et ce serait dommage que une nouvelle tentative puisse le mettre en difficulté. Robert, comme tout cycliste, n'est pas à l'abri d'une chute. Ce serait vraiment très dommage. Donc, il est préférable de voir Robert venir régulièrement au vélodrome pour son plaisir, faire quelques tours de piste et puis descendre du vélo et dire vous voyez, je suis en pleine forme. La question sur ce thème, doit-on autoriser Robert Marchand à réaliser des records ? Est-ce qu'il faut l'autoriser ? Parce qu'on lui interdit actuellement. Non ? Oui. Faut lui interdire. Faut l'autoriser ou pas ? Moi, je veux interdire. Interdire, d'accord. Faut interdire ou autoriser ? Autoriser. Interdire. Rouge, interdire. D'accord. D'accord.
Ok. Vert, on est d'accord. On a du mal aujourd'hui. Ouais. Surtout que vous êtes tous nouveaux sur cette émission. Je sais pas, on n'est pas sûr. Raoul, un petit duel Raoul Moustapha. Moustapha, on commence peut-être par vous. Vous êtes le seul qui soit c'est le médecin qui parle. C'est le médecin encore. Alors, d'abord, je suis pas sûr que la piste soit pas. On parle beaucoup santé aujourd'hui dans cette émission. C'est si on parlait santé en fait. De temps en temps, j'ai un truc à dire là-dessus aussi. Mais on parle beaucoup de synthétique. Les pistes le sont. Il fait chaud. Il peut y avoir des émanations de benzène. Donc, c'est cancérigène. Le benzène l'est en tous les cas. À part ça, bien sûr qu'il faut interdire. Sinon, c'est quoi? On fait un truc pour la science là? C'est quoi l'idée? On veut. Je vais finir de répondre. L'idée, c'est quoi? Il est en plein duel actuellement. Non, mais l'idée, c'est quoi? On veut faire un truc pour la science, c'est-à-dire qu'on veut savoir jusqu'à quel point le corps humain, jusqu'à quel âge la physiologie d'un corps peut apporter des performances et on voudrait les noter. Quelque part, c'est pour l'histoire, pour la postérité, pour la science. Moi, je dis pour lui, tout simplement. Je veux dire, à un moment donné, on lui donne les clés du vélodrome, il tourne 24/24, c'est son plaisir. C'est pas de ça dont je parle, moi. C'est peut-on, à la limite, l'encourager, lui, à des performances, à des records? Moi, je dis pourquoi faire. Donc, moi, pour lui, je dis non. Mais pour lui, je dis tu pédales, tu continues à pédaler autant que tu veux. Surtout qu'il a le sourire. Et ça fait vraiment plaisir à voir. Sinon, pour le reste, je m'arrête là. Hein. Donc on ne pas. Si. Bah non, la question, c'est de pouvoir faire des records. L'homologation de nouveaux records et de prestations. Donc pour vous, il faut l'interdire, Raoul, si je comprends. Ah non. Non, moi, je pense que. C'est un faux duel. Est-ce que 106 ans, c'est pas aussi l'âge de toutes les libertés? Voilà. En tous les cas, quand j'entends liberté, à condition qu'évidemment elle n'empiète pas sur qui que ce soit, mais. Moi, j'ai pas forcément réglé auprès de moi-même la loi sur le fait de donner, d'avoir la liberté de donner un jour la fin à ses jours. Est-ce que finalement ce monsieur-là, c'est pas sur un vélo qu'il voudrait mourir? Est-ce que comment on peut empêcher un homme de cet âge-là de faire ce qu'il a envie? Et est-ce qu'il a vraiment aujourd'hui envie de faire autre chose à 106 ans que ça? Effectivement, il a peut-être des petits-enfants, des enfants, une famille qui n'aimerait pas le voir partir, mais bon, je pense qu'il y a, on a ces tests n'étaient pas très concluants quand même. Il y a quelques mois, il avait pris sa retraite. Il avait pris sa retraite aussi. Oui, mais il y a quelques mois. Est-ce qu'il fait partie d'une machine? Est-ce qu'il est la pièce intégrante d'une machine, comment dirais-je, médiatique, ou alors il fait ses propres choix, ce monsieur-là? Si c'est le cas, aucune barrière ne doit lui être imposée. Si c'est son libre choix. Ah oui, mais j'imagine, non? Mais son libre choix. Mais par contre, son libre choix. Record, du coup. On parle de record. Oui, parce qu'en plus lui permettre d'écrire l'histoire. Ah bah voilà, c'est ce que je disais. Si c'est pour ça, oui, pour la science, pour l'histoire, pour la postérité, ok. Pour lui. Moi, je dis que non. Mais encore une fois, il peut pédaler autant qu'il veut, personne ne veut lui retirer ça. Au contraire, mourir sur son vélo, mourir sur les planches d'un théâtre, c'est pas le souci. Mais on parle de record. C'est-à-dire que quand on parle de record, on parle de toute une machine de guerre qui se met autour de lui, parce qu'il faut homologuer, il faut des médecins, il faut des tas de choses, et ça va que l'inciter à aller au-delà de soi et au-delà de la vie et à la mort. Il y a des chaînes étrangères qui sont venues pour le voir pédaler 1 heure. Moi, j'étais... J'étais là aussi. Mais oui, mais oui, bien sûr que j'étais là parce que c'est quelque chose qui est juste impressionnant. Le vélodrome, il est conscient de ce record, il est conscient de ce qu'il fait. Il a donné sa vie au vélo. Qui donne pas sa mort alors. Mais si, mais bien sûr, pour moi, pas tous en même temps. Je pense qu'il se voit mourir à chaque fois qu'il prend un départ maintenant. Parce que je crois qu'il se voit même plus. On parle pas de ça, les gars. On dit pas qu'il doit arrêter le vélo. On dit, je ne vois pas comment on peut autoriser et pousser une machine face à des notions de record qui ne regardent que nous. Encore une fois, on parle d'histoire, de postérité. Franchement, c'est quoi? C'est connaître les limites de ce qu'un être humain peut faire à cet âge-là. Franchement, moi, je m'en tape. Je préfère le voir sourire comme il sourit, parler comme il parle, pédaler comme il pédale. On parle bien d'enregistrement, de records et de machines autour. J'ai pas parlé de faire du vélo. Qu'il fasse du vélo toute sa vie. On l'en empêchera pas d'ailleurs. Ce qu'il veut, lui, c'est... Si on parle d'interdiction, c'est que justement, c'est parce que j'imagine qu'il en a fait la demande. Il n'a pas fait la demande. C'est l'UCI directement, on l'a dit, on a eu une non, gratuite au prochain record. On pourrait plus faire de record. S'il n'y a même pas eu de demande.
Il y a pas de, c'est juste au niveau physique, vu que ces tests n'étaient pas gros, concluants. ils ont fermé la porte pour éviter qu'ils disent. Lucie lui a interdit. C'est en ça que je dis qu'il faut fermer la porte, à moins qu'il même qu'il le demande. C'est pas le même débat. Moi, je pensais que on lui avait refusé. On va faire un retour en arrière pour recommencer. Parce que quand on parle d'interdiction, j'imagine qu'il y a une demande, c'est pour ça. Oui, mais l'interdiction, elle est avant que en gros, on met un feu rouge, c'est pour t'interdire de le griller. Là, ils ont mis un feu rouge. Ils lui ont même pas donné sa licence, donc je crois qu'il y a un truc dans le genre. Ils lui ont même pas autorisé sa licence, voilà. On va passer à notre dernière page, la rubrique débat. Je suis désolé, Yann Gerrier, on y va. Dans cette page débat, nous allons parler des JO de 2024. La compétition sera organisée à Paris du 26 juillet au 11 août. Dans les Yvelines, le dossier a prévoyé des épreuves de cyclisme au Vélodrome national, de l'équitation et du pentathlon moderne au château de Versailles, du golf au golf national, du VTT sur la colline d'Elancourt, du BMX à l'île de loisirs de Saint-Quentin en Yvelines et enfin des épreuves sur route dans la vallée de Chevreuse. Mais le programme devrait changer. Selon nos informations, les organisateurs envisagent de délocaliser les épreuves de BMX sur un autre site pour éviter de construire une piste éphémère. Les épreuves de cyclisme sur route devraient faire seulement le tour de Paris et non plus passer par la vallée de Chevreuse et Versailles. La question sur ce thème, faut-il se battre pour conserver toutes ces épreuves dans les Yvelines? Oui ou non? Oui. Non, j'ai pas trop d'avis. Vous êtes tous unanimes? Non, t'as Yann. Enfin, un petit duel entre Hélène et Yann et Raoul, pardon. Moi, j'ai pas trop d'avis sur la question. Je pense que je suis assez partagée entre le fait de trouver des fonds, des financements et puis des infrastructures pour des épreuves et délocaliser ou pas. Enfin, j'ai pas trop d'avis sur cette question. Raoul va pouvoir. Yann Gerrier, alors vous avez pris votre pancarte à deux mains. Autant je suis d'accord sur le fait de ne pas construire une piste éphémère pour le BMX et donc du coup, comme on a déjà celle de 50 ans en Yvelines ici, en faire une dans l'est parisien qui elle sera permanente et continuera. Là, je valide complètement. Maintenant, ne pas faire la route dans la vallée de Chevreuse. Pour moi, c'est une erreur, mais apparemment, il n'y aurait pas assez de monuments à montrer. Dans la vallée de Chevreuse. Dans la vallée de Chevreuse. D'abord, j'y habite. Oui. Donc, si on voulait parler de monuments. Non, il a raison. D'ailleurs, vous pouvez le voir du côté de Dampierre. Ouais. Non, pour le coup, il a raison. Non, la vallée de Chevreuse, c'est obligatoire. Ils vont faire quoi? Enfin, juste. Ok, mais l'intérêt pour les spectateurs, il n'est pas seulement sur les paysages d'autour, il est sur l'intérêt de la course. Mais bien sûr, il est sur la route. Et si on nous fait un circuit autour de Paris, on va faire quoi? On va voir quoi? À la rigueur, des monuments. Faites le non, mais on va, oui, d'accord, mais on verra pas les coureurs. On verra pas Mustapha, mais on verra des monuments. Non, mais ce sera une arrivée au sprint. On connaîtra la fin du film au départ de la course. Ce sera une arrivée au sprint et basta. Donc non, c'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est qu'on ait une vraie bagarre. On a eu un championnat du monde magnifique avec un parcours phénoménal. Là, il faut mettre dans la vallée de Chevreuse. Il faut qu'il passe le château de Dent. Non, la côte du château de la Madeleine. Il faut qu'il passe par là. Il faut qu'il y en ait partout sur le circuit. Bien sûr, il y a plein de choses à faire dans la vallée de Chevreuse, mais il faut se donner les moyens de le faire. En tout cas, ils ont le périphérique comme piste. Ils ont déjà le périphérique. Pour faire le tour. Le périphérique, on va se faire chier, quoi. C'est une blague. Pour l'instant, ce n'est pas défini. Et puis on aime les Yvelines, donc il y aura d'autres moyens. Le marathon de Paris, le marathon des JO. Là, bien sûr, ils passeront devant les monuments. Bien sûr, comment s'appelle le triathlon se prête à montrer les monuments, mais pas la course sur route. Non, pas la course sur route. Raoul, qu'est-ce que vous en pensez? Puisque là, en tous les cas, sur cette partie de l'émission, tout le monde a l'air de parler un peu de son sport. En ce qui me concerne, moi, j'espère que toutes ces instances je reviens sur l'équitation, parce que nous, le sujet n'est pas clos non plus en ce qui concerne Versailles, ce qui me chagrinerait beaucoup. Ouais. J'espère simplement ça a été confirmé à 90% par la ministre des Sports. Toutes ces instances qui veulent s'arracher justement les mérites des retombées qu'auront les Jeux Olympiques mettront leur fierté de côté et feront un choix au service du sport et du prestige que va représenter l'organisation des Jeux Olympiques en France. L'équitation à Versailles, il n'y aura rien à montrer non plus, c'est ça? Non, il faut arrêter, quoi. L'équitation à Versailles, c'est l'événement qui doit le recevoir. L'emplacement, il est fait pour ça, bien sûr, c'est magnifique. Surtout quand on sait que là,
le débat n'est en fait que le fruit d'une guéguerre entre la FFE qui n'était pas au courant avant guerre de clocher, voilà exactement. Donc c'est on aura en tout cas sur le Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines des épreuves du cyclisme sur piste et du golf au golf national et logiquement du VTT sur la colline d'Elancourt. Oui, mais je m'en fous. Moi, ok, j'entends pour le BMX, mais pour le vélo, pour la course sur route, ce n'est pas recevable qu'elle soit faite ailleurs que sur la vallée de Chevreuse. Ce serait tellement fou d'ailleurs de construire un truc aussi éphémère, ça coûte des ronds, on peut les mettre ailleurs pour améliorer les terrains synthétiques. Je vous explique l'histoire pour le BMX. Ils ont construit une piste de BMX, Mustapha, une piste de BMX qui n'est pas aux normes en fait olympiques, car il y a un toit et ça empêche. Les diffuseurs de pouvoir filmer sur le dessus de la piste. Du coup, par conséquent, ils sont obligés d'en construire une autre, 500 mètres plus loin, dans l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui serait du coup éphémère. Éphémère, car le site est protégé. J'entends qu'on puisse se dire, pour les JO, on va en faire une sur l'ouest parisien. Il y a largement, en termes de quantité de clubs de BMX, il y a largement de quoi faire sur l'ouest parisien. Et si pour eux, l'intérêt, c'est de la couvrir, on la couvrira après. Dans le projet, on monte pour que la couverture soit faite après. C'est pas un souci, parce qu'en effet, on a besoin de structures couvertes pour pouvoir pratiquer le sport selon toutes les conditions climatiques. D'où l'expression couvrir l'événement. Sauf que là, en l'occurrence, on voudrait découvrir le stade. C'est vrai que les images sont tellement belles quand on les voit du haut pour le BMX. Je peux comprendre. Mais pourquoi pas? Mais dans ces cas-là, il y a peut-être une option aussi de démonter le toit aussi pour filmer. Ou démonter le toit, bien sûr. Apparemment, ça n'a pas été envisagé. Ouais. Le bilan carbone de toute cette opération, ça fait beaucoup pour faire plaisir aux caméramans quand même. On a une piste, elle est couverte. On se débrouille pour mettre des caméras à l'intérieur. On construit nulle part. On prend pas d'hélico et on a un bilan carbone plus adouci. Bah ouais, rapidement. Très rapidement. N'oubliez pas de venir faire un petit tour dimanche au Vélodrome de Saint-Quentin-en-Yvelines. On organise une très belle épreuve. Le Grand Prix de Vélizy. Le Grand Prix de Vélizy. Et il y aura des membres de l'équipe de France qui seront présents pour un très beau tournoi de Keirin et du haut niveau aussi dans les courses en première, deuxième et troisième catégorie. Donc c'est le 11 novembre, c'est ça? C'est dimanche qui vient, dimanche 11 novembre, tout à fait. C'est ça, exactement. Je précise quand même que toutes ces informations sur les Jeux Olympiques ne sont pas encore avérées. Pour l'instant, ce sont juste des discussions. Voilà, les décisions seront prises un petit peu plus tard. Alors avant de refermer cette émission, une mauvaise nouvelle, le skipper Louis Burton ne verra pas la Guadeloupe. Le sportif a dû abandonner ce mardi à 6 novembre sur la route du Rhum. Il a été victime d'une avarie après seulement 10 heures après son départ de Saint-Malo, alors qu'il était 4e chez les IMOCA. La raison, une poulie située dans le puits de Foyle s'est arrachée et a fait un trou de 30 cm dans son bateau. Après avoir tenté de réparer à Roscoff en Bretagne, il a dû se résoudre à abandonner. Louis Burton visait pourtant la victoire, ou au minimum un podium. La question sur ce thème, doit-il être fataliste par rapport à cette situation? Oui ou non? Oui, c'est vrai. Non, finalement, de se dire c'est comme ça, il a eu un problème technique. Ah oui, oui. C'est pour ça. Est-ce qu'il doit être fataliste? Qu'il se fasse une fatalité par rapport à son avenir. C'est ça, par rapport à son navire. Donc on est d'accord. Ah non, pas du tout. C'est surtout quand il est victime. Justement, donc il n'a pas le choix, là, c'est la fatalité. Il a un très bon bateau puisque c'est le bateau qui a gagné le Vendée Globe. Voilà, c'est le bateau qui a gagné le Vendée Globe. Par contre, ce qu'on peut souligner, c'est que c'est tragique. Je veux dire, tant de préparation, sachant que tu vas partir pour tant de temps sur des éléments, sur un sport qui te passionne et que tu fais 10 heures, tu dégages. 10 heures, ouais. Wow. Mais comment on est psychologiquement, votre avis, comment on est psychologiquement quand on se prépare justement pendant des mois et des mois pour finalement abandonner 10 heures plus tard? Le vrai choc, il est là. Il y a énormément de frustration. Ça fait partie, je pense. Quand l'événement survient et qu'il est indépendant de nos choix stratégiques et de notre performance et de nos connaissances en termes de navigation, je pense que ça aide à justement rebondir et à dire que finalement on a été victime du sort et du ciel, enfin en tous les cas de la mer en l'occurrence. Mais après on sait pas exactement ce qui s'est passé. C'est ça le pire dans l'histoire, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Il a vu tout simplement un trou de 30 cm dans son bateau, avec de l'eau qui s'engouffrait, et on ne sait pas du tout ce qui s'est passé. Il y a tellement de trucs de dingue dans l'eau. Il a percuté un container. Il a dû croiser une bouteille. Ou un container plutôt. Mais un mot d'amour de Yann Dujarrier. Voilà, une bouteille perdue à la mer. Non, mais c'est un choc. C'est quand même. Enfin, quand ils sont au départ de ce type d'épreuve, ils savent que la seule chose qui fait qu'ils n'arriveront pas au bout,
c'est la casse mécanique. Ouais. Voilà. Donc ça fait partie du sport. C'est un sport mécanique. En effet, il n'y a pas de moteur. Le seul moteur, c'est Éole. Mais ils le savent que ça va. Que la seule chose qui les empêchera d'arriver au bout, c'est la casse mécanique. Physiquement, ils sont prêts. Ils savent que si sur une saison, ils doivent faire 3-4 courses, sur ces 3-4 courses, il y en a une qui ne termineront pas. Dommage, c'est certainement la plus prestigieuse sur laquelle il était aligné cette année. Mais il était surtout favori quand même. Et bien sûr, il a les meilleurs bateaux. Donc, mesdames, messieurs, on est d'accord, c'est des super pros. Comme tous les pros, ils s'attendent toujours à tout. Un professionnel de foot, c'est qu'il peut avoir un problème en allant en boîte de nuit. À cheval, on peut avoir une... Mais non, tout arrive dans la vie. Mais moi, ce que je suis en train de dire, c'est que le mec, il a préparé pendant des mois, voire des années. J'attendais de savoir ce qu'il allait dire sur le cavalier. Il peut tomber de cheval et il ne peut jamais remettre les pieds sur un... Donc, on sait à ce niveau-là qu'il peut tout arriver. Ils sont préparés à tout, on est d'accord. Sauf que là, les mecs, c'est comme les coureurs automobiles, hein. Ils font le départ, ils se cartonnent, ils le savent. Sauf que c'est tous les dimanches pour eux. Là, c'est une fois par an, voire une fois tous les 4 ans, voire une fois dans une vie. Donc cette préparation intense qui les emmène quand même sur des émotions un peu particulières fait que je ne peux pas imaginer qu'au bout de 10 heures, ça ne soit pas un drame dans sa tête. Que ça dure 10 minutes, que ça dure 1 heure ou que ça dure 3 jours, mais bien sûr que ça va le faire rebondir. Bien sûr qu'il va se reprojeter dans l'avenir parce qu'ils sont compétiteurs. Je vous dis simplement que le mec, quand ça lui est arrivé, au bout de 10 heures, tu pouvais pas m'en donner encore un petit peu là, 2-3 jours. On est quand même sur l'eau, hein. Mais il y a une probabilité de croiser une bagnole ou un rapidement, messieurs. Franchement, moi, à sa place, je préfère que ça m'arrive au bout de 10 heures qu'au bout de 10 jours et qu'il me reste une journée pour être le débat est ouvert en tout cas. Il reste quand même un Yvelinois en mer, Éric Bellion, qui à l'heure où l'on enregistre cette émission, 14e du classement dans la catégorie des bateaux hors catégorie, justement. Voilà, l'apprentissage continue. Et les deux leaders hors catégorie, ils ont cassé. Hors catégorie, c'est les très gros là. Hein. C'est ça. Non, c'est un plus petit bateau. D'accord. Il a un bateau à voile avec à l'ancienne, on peut dire. Les deux plus gros. C'est la fin de cette émission. On se retrouve le 21 novembre prochain pour une nouvelle émission. On va terminer par une citation du nageur américain Mark Spitz. Si vous échouez à vous préparer, vous vous préparez à échouer. Je vous laisse méditer sur cette phrase. À bientôt sur TV 78.